De ce matin, le premier, c'est Godefroid Mwamba Moshimpaku. Bonjour. Bonjour. Monsieur Mwamba, vous êtes le premier vice-président de l'ANAFEC. Oui. L'ANAFEC qui est l'Alliance nationale des fédéralistes Kungwistes. La K qui est donc l'initiale, la première lettre initiale du nom de Baba Kyungu. Baba Kyungu, oui. Justement, qui n'est plus de ce monde. Parlons du développement des 145 territoires qui a démarré dans certaines provinces. Comment éviter les erreurs de Tshilé-Gelou et des 100 jours? C'est provocateur comme titre. Hein. Oui, on démarre par une bonne pirouette. C'est assez intelligent, mais oui. Je vais d'abord me donner l'obligation d'essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il en est. Oui. En fait, c'est un projet de la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dont tout le monde connaît que le slogan c'est le peuple d'abord, et que le peuple d'abord, c'est aussi le peuple de l'intérieur de notre pays, de la profondeur de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le chef de l'État a pu mettre en place ce programme, ce projet, pour pouvoir tirer 25 millions de populations de la pauvreté. Cette population, pas celle de Kinshasa, pas celle des grandes villes comme Lubumbashi ou Kisangani, mais plutôt celle qui vit dans les 145 territoires de notre pays, répartis sur 26 provinces, comme nous les connaissons très bien. Donc, comment éviter les écueils ou les faiblesses d'autres programmes? Excusez-moi. D'abord, il faut voir qu'ici, dès le départ, dans la conception, on n'est pas allé chercher ailleurs que dans les agences qui ont l'expérience de l'exécution des travaux. Donc là, c'est déjà un premier dispositif qui est tout à fait colosse, qui peut nous permettre d'éviter toutes les faiblesses des autres projets que nous avons connus. Il y a le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, oui, qui est l'agence d'exécution. La première agence, parce qu'il y en a 3 agences d'exécution. Pourquoi on a voulu mettre à contribution l'expertise du PNUD? Parce qu'effectivement... Alors que nous avons BESECO, nous avons c'est purement congolais, ça ne concerne pas les étrangers, l'argent vient du Congo. Pourquoi le PNUD alors que nous avons des structures très compétentes au Congo et qu'est-ce qui nous manque? Je n'en avais pas fini de citer. Oui. Ne réagissez pas à la première structure. Non, mais d'abord, pourquoi le PNUD? Mais je cite d'abord et puis j'explique pourquoi. Oui. Hein, il y a le PNUD, oui, qui est une grande agence d'exécution, qui a une longue expérience. Nous avons le BESECO, qui est totalement congolais, comme vous l'avez suggéré. Donc, la BESECO a été retenue. Et il y a une 3e agence qui est le CFEF, qui est une agence d'exécution. Donc déjà, en ayant pris des agences d'exécution qui ont une longue expérience dans l'exécution des travaux dans notre pays, déjà le gouvernement et le chef de l'État ont pris le pari de finaliser jusqu'au bout ce financement, afin que nous puissions avoir des résultats palpables. Alors, ça c'est très bien dit. Je crois que tout sera transparent. Vous n'êtes pas la personne chargée d'assurer cette transparence. Je ne peux pas vous poser cette question, mais venons-en justement à la faisabilité. Un programme ambitieux qui fait rêver. Parce que beaucoup de millions vont être jetés dans l'exécution de ce programme. Mais Tshilé-Gelou et 100 jours nous ont démontré beaucoup de faiblesses. Qu'est-ce qu'on doit en principe faire pour éviter d'abord le retard, le manque de respect des deadlines, les programmes exécutés en dents des scies et ainsi de suite, pour que le peuple ne soit pas déçu? Nous nous approchons de 2023. D'abord, il faut revenir sur les chiffres. Ce n'est pas beaucoup de millions, mais c'est déjà dans les milliards. Donc le projet est de 1,6 milliard de dollars, oui, avec précision. Et ce programme vise à tirer 25 millions de Congolais de la pauvreté. Ça veut dire le 1/4 de la population congolaise sera tirée de sa pauvreté à partir de ce projet.
avant même qu'on arrive aux failles, parce qu'il ne faudrait pas toujours qu'on ait une vision sur les failles, Oui. qu'est-ce que le programme prévoit? Ce programme prévoit principalement la réhabilitation ou l'entretien des 38 900 km de routes Oui. et des 444 ouvrages d'art. Donc c'est énorme. Déjà 38 000 km de route, c'est énorme. Il y a la construction de 418 mini-centrales solaires pour l'électrification et 471 km d'éclairage public. Nous avons la construction de 3071 forages, donc le puits d'eau, qui est lié à la santé, qui est lié au développement, et les 447 sources d'eau aménagées. Nous avons la construction de 238 marchés modernes à travers le village. Donc là, c'est 145, là c'est le village, ce n'est pas Kinshasa. Nos villages qui se vident, vraiment à travers cet exode rural et Kinshasa est plein, voilà d'autres centres-villes du pays. C'est pourquoi le chef de l'État a envisagé ce programme, c'est pour effectivement fixer la population dans leur lieu de développement et permettre à ce que nous tous qui sommes dans la ville aujourd'hui, nous puissions retourner vers nos villages parce que les conditions qui ont fait fuir les populations des villages vont changer totalement et cela va permettre que, au lieu d'avoir l'exode rural, ça sera l'inverse de l'exode rural et en ce moment-là, non seulement que les cités vont se développer, nos villages vont se développer, mais même ceux qui viennent de Kinshasa et des grandes villes, qui vont rentrer dans leurs villages, vont aussi constituer un apport en ingénierie, un apport en capacité de gestion pour que tous nos villages soient de plus en plus vivables que ce que ça a été jusque-là, après l'indépendance de notre pays. Les diplômés dans plusieurs secteurs, vous allez continuer, seront obligés de rentrer dans nos villages ou d'y aller pour aller appliquer ce qu'ils ont étudié dans les différents domaines, des ingénieurs, des plombiers, des maçons, et tous ceux qui ont fait des grandes écoles, malheureusement, qui deviennent aujourd'hui des universités avec 3e cycle. Et pourtant, le pays a besoin de ces techniciens, apparemment. Vous dites clairement les choses. Et je pense que ceux qui ont vécu dans le de Kasaï le savent très bien. Quand les populations qui sont venues du Katanga sont arrivées dans le Kasaï, on a vu se développer une certaine activité technique dans les villes de Mbujimaï, les villes de Kananga, et on a vu les gens apparaître des réparateurs, des véhicules, des réparateurs de ceci, en fait, qui étaient une main-d'œuvre intelligente, qui était dans les grandes villes du Katanga et qui se sont retrouvés en Mbujimaï. De la même manière, nous pensons que ceux qui partiront de Kinshasa, surtout pour ceux qui ont un peu d'âge comme nous, si demain, avec la retraite, nous sommes appelés à regagner certains coins de notre pays pour aller les développer, je pense que le président Tshisekedi a ici une vision d'aigle qui va lui permettre à ce que nos villages revivent encore le bon temps où on pouvait aller passer du bon temps dans le village avec les grands-pères, avec toutes nos coutumes, afin que nous ne soyons pas totalement coupés et nos enfants qu'on a mis au monde dans les villes ne soient pas totalement coupés de leurs racines et de leurs ressources, et de leur origine, de leur culture, de leur histoire. Donc ce programme, vous continuez avec cette énumération, c'est très important, oui, voilà. Oui, donc ce programme prévoit aussi la construction de 145 bâtiments administratifs. Il faut remarquer que dans la plupart de nos villages, dans la plupart de nos territoires, les bâtiments sont en train de s'écrouler, ce que les colons avaient laissé. Au moins pour une fois, il y aura 145 bâtiments qui seront construits. Il y aura au moins 636 bâtiments construits dans les chefs-lieux des secteurs. Donc on n'a pas pensé seulement au chef-lieu du territoire, on va jusqu'au chef-lieu des secteurs, donc 636 bâtiments administratifs dans le secteur, et vous avez la construction de 1450 logements des dirigeants, donc ceux qui sont affectés à gérer l'État vont avoir des logements. Il y aura 500 000 producteurs locaux et structurés qui seront professionnellement formés. On a pensé au logement, par exemple, des magistrats, des enseignants. Il y a des magistrats qui n'aiment pas rejoindre leur poste d'attache à cause tout simplement de manque de logement dans leur juridiction ou dans milieu d'affectation. Est-ce qu'on y a pensé? On y a pensé, c'est pourquoi il y a autant de maisons qui vont être construites pour loger les agents de l'État.
Et ici, ne voyez pas seulement les magistrats, ils sont bons, ils sont très, très importants les magistrats, mais il ne faut pas oublier que dans la structuration de notre parlez aussi État, des enseignants. non seulement des enseignants, il y aura des vétérinaires de l'État, il y aura des agronomes de l'État, il y aura les contremaîtres de l'État, Les moniteurs. les moniteurs qui vont devoir aider au développement des villages. C'est pourquoi vous voyez que là-dedans, il y a l'encadrement de producteurs locaux pour le développement de nos communautés de base. Et s'il y a déjà des routes, et s'il y a des producteurs agricoles comme des producteurs, des éleveurs, en ce moment, ou des pêcheurs, en ce moment-là, l'économie du pays va être aérée et va permettre à ce que l'autre budget ne soit plus ce qu'il est aujourd'hui, mais plutôt ce sera un gros budget. Alors ce programme, s'il est mis à exécution, s'il est respecté, si on est sérieux, c'est un début, c'est une lueur d'espoir pour les Congolais en termes d'absorption, comment on appelle, de diminution de chômage et lutte contre la pauvreté. Oui, il faut déjà souligner que la plupart des Congolais, sur les 100 millions de Congolais, on a plus de la moitié qui se retrouvent dans les territoires, dans les secteurs, dans les collectivités, dans les localités. C'est là où vit la majorité de la population congolaise. Parce que si nous estimons que la ville de Kinshasa est autour de 17 millions, prenons 20 millions toutes les villes, donc vous avez pratiquement 80 millions de la population qui se retrouve dans l'arrière-pays, et cette population va être concernée par ce programme de développement. Mais je ne voudrais pas m'arrêter là, parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que seul ce programme-là va développer notre pays. Non, je pense qu'il est temps à ce qu'on voie les choses autrement et qu'on aille plus loin que ce que le chef de l'État a pu voir comme vision, lui, en tant que chef de l'État. Ça, c'est un apport au niveau du gouvernement central. J'avais dit la fois passée que notre pays s'articule autour de 3 structures bien déterminées, qui est le gouvernement central. Ça, c'est un apport du gouvernement central. Mais il y a le gouvernement provincial et il y a même les entités territoriales décentralisées qui, eux aussi, sont des centres d'impulsion du développement. Au niveau déjà du gouvernement provincial, il y a des quotités. Par exemple, sur les 40% des recettes nationales, il y a pratiquement les 40% qui viennent des 100% des recettes nationales, il y a 40% restent dans la province et 15% vont à l'entité territoriale décentralisée ou à la communauté de base. Donc déjà, au-delà de ces 1,6 milliard, il y a des budgets qui ressortent déjà dans le gouvernement provincial qui sont destinés aux entités territoriales décentralisées. Si Kinshasa rétrocède aux provinces, mais il semble que des graves soucis se posent, le Sénat se bat bec-oncle pour justement la caisse des péréquations. Le Sénat étant l'émanation des provinces, Kinshasa semble être égoïste, apprend-on? Je pense qu'il faut d'abord définir ce qui est dit par la Constitution. C'est quand nous comprenons tous ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est prescrit par les lois et la constitution de notre pays, que nous allons voir est-ce que cela est fait. Si ce n'est pas fait, quelles sont les corrections? Et j'ai quelques propositions. Dans ce sens-là, vous savez que nous sommes une force de proposition. Étant dans l'union sacrée, nous accompagnons le chef de l'État dans ce qu'il fait. Et non seulement que nous l'accompagnons dans ce qu'il fait et nous l'applaudissons, mais nous ajoutons chaque fois qu'il nous est donné l'occasion quelque chose pour permettre à ce que l'action du chef de l'État soit davantage efficace. Je disais qu'il y a l'articulation à 3 positions de notre pays. Il y a les recettes d'origine nationale. Ce sont ces recettes ici qui font 1,6 milliard. Mais il y a les recettes au niveau de chaque province, avec le gouverneur qui est aussi un centre d'impulsion de sa province. En dehors de ça, il y a aussi le centre d'impulsion qui est l'entité territoriale décentralisée. Je vais commencer par l'entité centrale décentralisée parce que c'est là l'impulsion du développement à la base. C'est ça même l'idée du fédéralisme que nous soutenons. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, il y a une taxe exclusivement à entité territoriale décentralisée, c'est l'impôt minimum personnel. L'impôt minimum personnel est aussi un ajout sur l'apport de la province et sur l'apport du niveau national. Je ne voudrais pas ici que les Congolais pensent qu'ils vont attendre l'argent qui vient de Kinshasa, les Congolais de l'intérieur, ni l'argent qui va venir de la province, mais déjà l'entité territoriale décentralisée est susceptible de mobiliser les recettes
lesquelles recettes vont constituer sa base fondamentale et que les recettes qui viendront de la province et celles qui viendront du niveau national vont compléter les recettes qui sont au niveau de l'entité territoriale décentralisée. Il semble que, en dehors, à part la culture fiscale qui n'est pas encore bien ancrée en nous, ce qui est perçu dans les provinces, Kinshasa le réclame en liquidité, ça prend l'avion pour Kinshasa, et il y a des provinces qui n'ont que leurs yeux pour se lamenter. Non, je pense que là, on fait une caricature d'une situation qu'on veut endosser au gouvernement central. La réalité n'est pas celle-là. Je vous donne le cas le plus simple parce que je parlais des entités territoriales décentralisées. Vous allez voir qu'il y a un impôt qui n'est même pas... On parle des impayements dans beaucoup de provinces au niveau de l'exécutif. Monsieur Fabien. Des exécutifs provinciaux, Monsieur Fabien. les impayements, on ne voit pas l'argent en circulation, les crises s'installent. Je ne raconte pas les histoires qui viennent de moi. Je parle avec beaucoup de gens en province. Excusez-moi de vous dire que les gens veulent le changement, mais ils ne veulent pas changer. L'État, c'est quoi? L'État, c'est qui? L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Il y a des gens dans ce pays qui ont déjà atteint 70 ans qui n'ont jamais contribué à l'État. Mais ils réclament tout à l'État. C'est pourquoi je vous dis que ma vision, la vision que nous amenons, la vision du chef de l'État est celle du fédéralisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entité territoriale décentralisée a sa source de financement. Ici, exclusivement, il y a l'impôt minimum personnel. Et qu'est-ce qu'est l'impôt minimum personnel? Parce qu'il faut en parler. Nous sommes là, il ne faudrait pas que le Congolais soit celui qui attend du gouvernement. Au lieu que lui soit le sujet de sa propre histoire, le sujet de son développement, il veut être un objet de son développement. Ça, c'est une insulte. Il ne faudrait pas que certains intellectuels ramènent notre population à penser qu'ils ne sont pas acteurs de leur propre devenir. Et qu'il y a toujours l'autre. Si ce n'est pas Dieu, c'est le sorcier. Non, ce n'est pas ça le développement que nous voulons. Nous voulons ceci. Parce que vous, la population, et que la Constitution, à l'article 174, dit ceci, que chaque habitant de la République démocratique du Congo doit contribuer aux charges publiques. Et comment est-ce que cette injonction constitutionnelle est-elle traduite en actes palpables? C'est pourquoi j'invoque ici l'impôt minimum personnel. Cet impôt minimum personnel, si elle est évaluée, et je prends pour le Congo qui a 100 millions d'habitants, si vous prenez ne fût-ce que 5 $ par chaque habitant par an, pas par mois, vous êtes capable de réaliser des millions. Et dans des territoires, je connais des territoires qui vous font 800 000 habitants. Même 1 million d'habitants. Il y a certains territoires comme le Bukama, Malembankulu, ce sont des gros territoires qui vous engrangent presque 1 million d'habitants. Mais si dans ces territoires qui a 1 million d'habitants, si chacun donne 5 $, nous avons 50 millions de dollars générés par l'entité territoriale décentralisée avant même d'avoir les recettes qui viendraient de la province et même les recettes qui viendraient du niveau national et même les 1 milliard ici avant qu'il n'arrive dans ces territoires là-bas, le territoire aura à lui-même déjà 50 millions de dollars et ils sont capables de pouvoir booster le développement du territoire. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent que ce développement viendra de Kinshasa ou de Lubumbashi. Non, le développement doit venir de Kabeya Kamwanga, par exemple. Le développement doit partir de Bongananga, par exemple. Le développement doit partir de Tchéla. Justement, ça c'est le discours. Et c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais non. On comprend que... Un idéal, on ne l'atteint pas. Oui. Ça, c'est du concret. Voilà. Ça veut dire quoi, monsieur Fabien? Si vous vous réveillez le principe. C'est le principe. Oui, le principe. Le développement doit commencer de la base jusqu'au sommet. Oui. André Flao le disait autrefois au Parlement bruxellois lors d'une foire internationale des entrepreneurs avec Bati Lukwebo que l'Europe ou bien les colonisateurs, même les partenaires de l'Union européenne, avaient mal procédé en accordant des prêts ou de l'argent aux pays africains. Ils ont intimé l'ordre de pouvoir commencer de haut en bas. Et pourtant, le développement doit commencer de bas en haut. Voilà, on ferme la parenthèse. Si on constate bien ce programme, c'est un programme qui fait rêver.
Parce que sur le plan, s'il y a adduction d'eau potable, Ouais. le peuple sera hors de danger des maladies hydriques en consommant l'eau potable. Il aura la lumière, moins de problèmes d'yeux, parce qu'il sera éclairé pour bien lire les livres et pour faire les travaux la nuit, par exemple. Bon, mais maintenant, lorsqu'on constate ce programme, l'heure à laquelle il commence, presque à la fin du quinquennat du chef de l'État. Et pourtant, Chile Gelou et 100 jours, avec toutes leurs faiblesses et leurs forces, ont avalé des millions. Est-ce qu'il ne fallait pas, dès l'entrée du mandat de Félix Tshisekedi, commencer ce programme de 145 territoires? Moi, qui est en train de... qui me séduit, moi, du moins théoriquement. Monsieur Fabien, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on vire directement vers la politique. Je vais virer vers la politique comme vous le voulez, je vais l'expliquer. Oui. Mais je voudrais revenir ici sur les effets. Vous avez dit que les enfants vont lire, il y aura des lots, mais il n'y a pas que ça, monsieur Fabien. Vous savez que dans ce pays, ou dans le monde, l'investissement n'est pas... comment on dit, l'investissement n'est pas gratuit. Attirer les investisseurs vers soi n'est pas une œuvre facile. L'investissement n'est pas une œuvre philanthropique, si je peux le dire. L'investissement répond à des normes logiques. Si vous avez de l'électricité, vous avez la route, les investisseurs viendront. Et les effets économiques qui seront induits par ce programme vont dépasser toutes les imaginations que nous avons, parce qu'en ce moment-là, nous sommes en train de... Par exemple, aujourd'hui, j'ai discuté avec des amis qui sont des Manono, au nord du Katanga, qui réclament que l'industrie de batteries soit implantée dans le nord Katanga, à Manono, parce que c'est là où se produit le lithium. Je leur ai dit très bien, vous avez raison, c'est une revendication légitime, mais il y a des préalables. Heureusement que le chef de l'État vient aujourd'hui. On a ouvert les plis, c'est hier plutôt, on a ouvert les plis pour la construction du barrage hydroélectrique de Pianamouang. Oui, et en ce moment-là, qui va beaucoup contribuer dans l'exploitation du lithium dans le Manono. Dans le Manono, oui, oui. Non seulement l'exploitation du lithium dans le Manono, mais aussi la fabrication de batteries sur place, parce que déjà le transport de ces lithiums vers le sud du Katanga poserait problème déjà dans la charge de l'exploitant et qui devrait produire, en tout cas, les batteries sur place. C'est vrai qu'il va rester le problème des routes, mais déjà le chef de l'État... Est-ce qu'on ne peut pas construire les chemins de fer là-bas, au lieu d'attendre ce transport, donc la construction des routes, avec des camions qui causent des soucis? Vous connaissez la durée d'une route asphaltée, et ce que ça vale comme million, justement, 1 kilomètre, ça vaut 1 million selon les experts. Est-ce qu'on ne peut pas construire le chemin de fer, bien que la SNCC a été tuée par ces privés qui ont mis leurs camions. Monsieur Fabien, c'est une bonne chose. Moi, je ne veux pas avancer des chiffres ici, des raisonnements qui ne sont pas approfondis. Oui. C'est que je peux, moi, dire à ce sujet-là, parce que le chef de l'État vient de résoudre le problème de courant, il va rester le problème de transport. Il y a deux possibilités, mais je pense que celle que vous évoquez est une possibilité la plus chère. Celle de construire le chemin de fer de Kalemi ou de Manono vers la porte de sortie de la Zambie, vers Kasumbalé. Ça, c'est très loin. Et pourtant, Tanganyika est là, avec le lac Tanganyika. Et déjà, à Kalemi, on peut partir de Manono à Kalemi à petite distance pour pouvoir acheminer les produits là où il y a les routes, la Tanzanie par exemple, par le lac Tanganyika. Ça, c'est plus facile. C'est pourquoi ceux qui sont à Manono, qui me suivent aujourd'hui, ceux qui sont en train de réclamer et qui trouvent ici déjà la justification de l'implantation de l'industrie de transformation ou de fabrication de batteries à Manono. J'ai dit que ce n'est pas seulement ça. Avec Excalibur, le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui a signé un contrat de 62 millions de dollars, a prévu dans ce contrat, en fait, comment on dit, la prospection aéroportée pour pouvoir effectivement confirmer certains gisements. À part ce gisement de Manono, il y a d'autres gisements dans le nord Katanga avec le lithium, même avec tous les autres métaux verts autour du nord Katanga, en commençant par
le Haut-Lomami vers le Tanganyika. Et tout ça, il y aura des prospections qui vont pouvoir déterminer d'autres gisements. Donc je disais... C'est le partenaire qui va amener les avions pour cette prospection aéroportuaire. Oui, les avions sont déjà là. Il y en a 2 avions qui sont arrivés, qui sont à Kinshasa. Ils attendaient le plan de vol pour pouvoir peut-être commencer la prospection. Je sais qu'il y a 3 sites qui ont été choisis. Il y a le Kasaï, il y a le nord du Katanga et il y a le nord Ubangi à l'équateur et qui devra être balayé dans cette première phase de la prospection aéroportée qui sera faite par X-Caribur. Rentrons dans notre dans 140. Tout ça, c'est 145 territoires. C'est 145 Nous ne sommes pas en dehors. Hein? Non, nous sommes là. Ce n'est pas dedans. une digression. Oui, parce que par exemple, si je prends le fer de la province orientale, les minerais de fer ne sont jamais exploités parce que l'industrie qu'on a mis à Maluku, la sidérurgie de Maluku, devrait prendre les minéraux de Kisangani pour les amener à Maluku afin d'être traités, ce qui a montré les faiblesses de ce schéma-là. C'est pourquoi je suis Est-ce qu'on ne peut pas relancer sous Mobutu la sidérurgie de Maluku? C'était une force. Saussure également faisait le raffinage, je ne sais pas si c'est le terme technique à Mwanda, sur notre littoral. Est-ce qu'on ne peut pas relancer la sidérurgie de Maluku de manière à ce que l'Afrique de l'Est ne soit pas privilégiée dans les transports de nos minéraux, que les minéraux puissent prendre le chemin de fer, même donc jusqu'à Kinshasa, et Kinshasa après ici c'est les eaux territoriales. Non, mais monsieur Fabien, sans avoir fait des études préalables, je vous informe que la vision minière africaine sur laquelle le secteur minier a calqué sa vision minière de la République démocratique du Congo veut que davantage, là où s'exploitent les minéraux et aussi l'industrie de transformation soit à côté. Sinon, ça réalise des coûts. Prenez les minéraux de fer. D'abord, ça pèse par nature. Ces minéraux de fer, si vous le transportez de la province orientale vers Maluku, ça va vous faire pratiquement plus de 800 km à transporter, ce qui est déjà un coût sur le rendement de cette exploitation-là. C'est pourquoi la tendance aujourd'hui, et je suis d'accord avec les populations de Manono, les populations du nord Katanga, les populations de Tanganyika qui réclament que la transformation de batteries ou la fabrication de batteries se fasse à Tanganyika. La même chose que le fer de la province orientale, il y a des tonnes et des tonnes de gisements, que ça soit transformé sur place au niveau de la province orientale pour permettre à ce que cette province orientale aussi soit développée. Mais il ne faut pas oublier que si c'est fabriqué là-bas, le plus grand centre de consommation c'est Kinshasa. On viendra avec le fer à béton à Kinshasa, on viendra avec le fer plat à Kinshasa pour permettre à ce que la construction de Kinshasa puisse prendre à bas prix le fer qui est produit en République démocratique du Congo et en province orientale, au lieu d'amener les minéraux jusqu'ici. Et vous savez qu'au-delà du fer, dans ces minéraux-là, il y a d'autres produits qui pèsent aussi cher. Et ce coût de transport risque de pouvoir diminuer le rendement et le bénéfice que peuvent tirer les entreprises. Une petite parenthèse. Lithium, Manono, vous avez encore donné aux Chinois? Non. En fait, je ne sais pas. Je ne suis pas venu parler je referme la parenthèse. Minier. Nous fermons la parenthèse. Nous rentrons à 145 Alors, territoires. cette fois-ci, vous leur donnez, il faut qu'il y ait la contrepartie, sinon nous n'aurons que notre pauvreté. On dit que nous sommes deuxième à avoir plus de pauvres. Deuxième pays au monde à avoir plus de pauvres. Et pourtant, les richesses, nous sommes assis sur les richesses. Coca, moi. Bon, monsieur Fabien, le code minier est suffisamment équilibré pour donner à la population congolaise ce qu'elle mérite. C'est encore le discours. C'est la vérité. Moi, j'aime la praxis. Oui. Rentrons dans 145 territoires. Je disais. Oui, il y a vraiment ce programme fait rêver. D'ailleurs, Basséane Nanga a lancé le programme dans le Haut-Tuélé. Lui, il est pressé. Oui. Il a lancé déjà. Je ne sais pas s'il a reçu déjà les entreprises qui vont l'exécuter. Et on sent que l'espoir est permis. L'espoir est permis. Mais il ne faudrait pas que la population pense que l'espoir est permis pour recevoir le développement comme si on recevait la communion du prêtre. Non.
il faudrait que la population sente qu'il lui revient à lui. Ça, c'est la part du chef de l'État. C'est la part du gouvernement central. Il doit y avoir la part de la population elle-même. On ne donne que ce qu'on a reçu. Mais que la population va donner quoi? Il vit avec moins de 2 dollars par jour. Oui. Et le plus grand salaire au Congo, c'est 300 dollars pour les grands cadres. Monsieur Fabien, oui, alors, disons-nous la vérité en face. Monsieur Fabien, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que dans cette ville de Kinshasa ou dans notre pays, ceux qui ont remplacé les représentants de l'État, les représentants du chef de l'État sont devenus des pasteurs? Parce que c'est là où la population court pour aller donner les aumônes. Je vous donne un exemple. C'est vrai de dire que les Congolais sont pauvres, mais qu'est-ce que nous faisons chaque jour? On vous demande 5 dollars pour votre développement, pour que nos enfants n'aillent pas mourir dans les mers et les océans pour traverser, aller chercher le bonheur ailleurs. Pour créer le bonheur chez nous, on vous demande 5 dollars, vous n'êtes pas capable de donner. Je vous donne un exemple qui est le mien, catholique que je suis. Chez les catholiques, nous donnons le moins possible d'offrandes. Et si je donne dans ma famille, j'ai au moins 6 enfants, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs par offrande par dimanche, nous sommes à 520 dollars par an pour ma propre famille seulement. Oui. Et pourtant, quand je vais dans les églises, les autres églises protestantes, oui, on va vous dire qu'il y a des églises de réveil où on finance d'abord pour la prophétie, on finance pour celui qui a prêché, on finance pour la construction de l'église, on finance. Au finish, sur 52 semaines, celui qui a donné 10 dollars ou 5 dollars ou 3 dollars, parce que là-bas c'est toujours en dollars, va se retrouver lui comme famille. Certaines de ces églises ont des grandes fermes. Oui. Ont des écoles et occupent même les jeunes et on pu donner du boulot. S'il en était ainsi, oui, si le rôle de l'État était aussi minimisable que ça, oui, aujourd'hui il n'y aurait pas eu de Kuluna. Et quand il y a des Kuluna, on ne dit pas pasteur, qu'est-ce que vous avez fait? On dit chef de l'État, qu'est-ce que vous avez fait? On dit général Kassongo, qu'est-ce que vous avez fait? Et comment paroisses catholiques, certaines paroisses catholiques sont-elles gérées? S'il vous plaît, quand vous dites général Kassongo, qu'est-ce que vous avez fait? Oui. Il faut immédiatement, dans votre tête, vous imaginer qu'est-ce que vous avez donné au général Kassongo pour qu'il maîtrise ce Kuluna qui sont dans nos quartiers. C'est pourquoi notre proposition est simple. Oui. Nous partons des entités territoriales décentralisées, nous arrivons dans les communes de Kinshasa. Dans ces communes de Kinshasa, si on faisait un impôt minimum personnel, donc 5 dollars par an, je ne dis pas par dimanche, parce que nous dépassons 5 dollars par dimanche chaque fois que nous allons à l'église. Je dis 5 dollars par an pour assurer votre salubrité, le Kin Bopeto. Ça ne va pas se réaliser à partir de l'hôtel de ville, ça doit se réaliser à partir de la localité, à partir de la rue, à partir du quartier. Et les chefs de quartier doivent être pris en charge par l'État, et l'État c'est toi, l'État c'est moi. Et la Constitution dit... Le peu que les Kinois payent, oui, comment c'est géré? Les routes secondaires, il n'y a que le gouvernement central qui s'en occupe. Et puis, regardez, il semble que déjà 24 mois, il y en a qui sont impayés. Toujours à l'hôtel de ville. Alors, comment c'est géré? Monsieur Fabien, est-ce qu'il y a la transparence? Nous avons tous étudié. Et tout celui qui a étudié connaît le principe de Taylor et de Fayol. C'est la division du travail, la subdivision du travail et la spécialisation des fonctions. Donc, quand je parle de l'exécutif a son rôle. Et l'exécutif ici, ce n'est pas le gouverneur. Je suis au chef de la rue. Ce chef de la rue-là, qui est le représentant de l'État, qui est le représentant du chef de l'État, dans quel État est-il? C'est parce que sa rue ne le prend pas en charge. Parce qu'on attend que Kinshasa prenne en charge même un chef de secteur et de localité qui se retrouve par exemple à Dibelenge. Non, ça ne fonctionne pas comme ça un État moderne. Un État moderne a donné à chaque niveau de son organisation et les compétences, donc les charges, et les moyens pour les financer. Par exemple, quand je prends le gouverneur, ou l'hôtel de ville comme nous sommes à Kinshasa, il a au moins 4 impôts qui sont capables de faire vivre la ville de Kinshasa. Il ne peut pas attendre que l'argent qui vient du gouvernement central. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a des routes, par exemple des routes communales. Ces routes communales, le gouverneur ne peut pas les réaliser. J'ai été malheureux une fois de constater que le ministre national est allé arranger la route université qui va vers l'université de Kinshasa, qui est une route provinciale, pendant que le gouverneur de la ville est allé arranger
du côté d'Ensélé où il y a eu cassure, qui est une route nationale. Ça veut dire quoi? Le simple principe des subdivisions du travail, de la spécialisation des fonctions n'a pas été pris en compte. Et je pense qu'avec ce programme, le chef de l'État a pu donner le moyen à la base, mais la base ne doit pas considérer que seuls ces moyens-là vont assurer son développement. Le développement doit commencer dans la localité, doit commencer dans le secteur, doit commencer dans le groupement, doit commencer dans le territoire pour être soutenu par le gouvernement provincial et être soutenu par le gouvernement national, afin qu'en fin de compte, nos villages décollent, parce qu'avec le décollement de nos villages, notre budget atteindra 100 milliards de dollars dans moins de 10 ans. Vous avez dit que le chef de l'État, il est à la fin de son mandat, mais oui, parce que pour mettre en place un programme, l'étudier, le finaliser, trouver des financements, ça a pris du temps. Mais heureusement, c'est stratégique. On va commencer à palper les résultats alors qu'on avance vers les élections. C'est stratégique. De toutes les façons, le chef de l'État, depuis qu'il est là, il est en train d'entreprendre pour que notre pays ne soit pas ce qu'il est. Nous sommes partis, quand il a pris le pouvoir, nous sommes partis à 5 milliards. Donc 5 milliards 700 millions de dollars de budget, nous sommes aujourd'hui à combien? À plus ou moins 15 milliards de dollars. Donc ça veut dire pratiquement, on est passé de 5 milliards à 15 milliards, ça fait 3 fois plus. Donc le chef de l'État n'a pas attendu la fin de son mandat pour pouvoir poser des actes qui donnent la vie aux Congolais. Il a donné la vie aux Congolais dès le début de son mandat et aujourd'hui seulement ça devient beaucoup plus palpable et je pense que la population congolaise qui n'est pas ingrate va pouvoir lui rendre ça dans les échéances qui vont venir. Ce n'est pas encore le moment. Comment éviter ces plaintes? Le ministre des Finances bloque, on n'a pas décaissé, voilà ceci, c'est ce qui retarde. Vous connaissez la chanson, pour que ce programme de 145 territoires ne souffre pas. On a dit qu'on a débloqué déjà beaucoup de millions. Les discours politiques, ou c'est de la praxis? D'abord, je suis content qu'il y ait ce blocage, ce déblocage, et ainsi de suite. Ça nous montre que la République fonctionne selon les attributions de chaque ministère. Parce qu'en son temps, quand nous étions dans le régime, je ne veux pas le citer, le régime dictatorial, il suffisait qu'un dictateur donne un mot pour que ça coule. Et quand ça coule, quand le dictateur dit 10 millions, ça va couler là-bas 100 millions, parce qu'à chaque niveau, on va ponctionner. Aujourd'hui, il est normal que même quand quelqu'un décide que l'argent sorte, le ministre des Finances calcule pourquoi ça doit sortir, quels sont les effets, et positifs et négatifs. Mais comme la République ne se gère pas comme dans une famille, c'est une super structure, la République, il faut laisser que les accords se fassent, afin que la musique se chante comme sur un piano. Parce que quand vous avez un piano, ça vous prend du temps pour accorder les tons, pour accorder la musique, pour qu'en fin de compte, vous produisiez une bonne musique. Alors, il ne faudrait pas aujourd'hui demander au gouvernement qui a trouvé un piano désorganisé de pouvoir l'organiser dans un jour pour que les Congolais dansent une belle musique. Pour que les Congolais dansent une belle musique, on a besoin de son temps pour accorder les différentes notes, afin que demain, nous sommes déjà à 14 milliards, demain nous arriverons à 20 milliards et à 100 milliards, et le Congolais dansera la belle musique, tout content dans ce Congo de Lumumba. Voilà, j'espère que ça ne sera pas comme à Cana, là où il y a eu le premier miracle, là. Oui, le vin, oui. Et puis l'autre vin est venu. On a dit pourquoi on l'avait gardé depuis ce temps, afin de ne pas le servir aux gens. Merci, monsieur Mouchimpa Kumwamba. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi tous les téléspectateurs qui ont pu donner de leur temps pour m'écouter. Voilà, vous êtes intéressant vraiment à écouter. Pourtant, voilà. Bon, c'est un journaliste, un ancien journaliste de la presse écrite, mais qui a vraiment une connaissance large dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, appelé. Bon, il est en politique, hein, vous comprenez, et il fait autre chose qu'on ne dit pas maintenant. Très bonne journée. Merci beaucoup. Bob, on termine avec vous quelques lignes dans la culture.
Patrick Djambala Lubumbashi.